Bonjour, notre intervention est intitulée La découverte du cogito à l'herméneutique de soi. La présente étude vise à montrer comment le cogito tel qu'il a été exalté par Descartes, puis compris par ses successeurs, s'est trouvé ensuite brisé par l'initiative de Nietzsche. La manifestation du sujet pensante qui est au cœur du cogito vient d'être reprise grâce à l'herméneutique de soi que Paul Ricoeur nous propose dans son œuvre Maîtresse soi-même comme un autre. Par les titres de son œuvre, l'auteur a voulu désigner les points de convergence entre les trois intentions philosophiques majeures qui ont précisé à l'élaboration de 10 études qu'elle renferme. La première intention est de marquer le primat de la médiation réflexive sur la position immédiate du sujet telle qu'elle s'exprime à la première personne du singulier, je pense, je suis. La seconde intention philosophique, implicitement inscrite dans le titre de l'ouvrage par l'ébé du terme même, est de dissocier deux significations majeures de l'identité selon lesquelles que l'on entend par identique l'équivalent de l'idem ou de l'ipsé latin. La troisième intention philosophique, explicitement incluse dans le titre de l'ouvrage, est de mettre en jeu une dialectique complémentaire, celle du soi et de l'autre que soi. Reprenons ces intentions une à une pour les préciser. Première intention philosophique, elle trouve un appui dans la grammaire de langue naturelle lorsque celle-ci permet d'opposer soi à je. En ce qui concerne notre langue, soi est défini d'emblée comme pronom réfléchi de la troisième personne, il, elle, eux. Cette restriction de personne est toutefois levée si on rapproche le terme soi du terme si, lui-même rapporté à deux verbes au mode infinitif. Exemple, c'est présenté, c'est nommé, forme qui représente une plénitude de signification. Le se désigne alors le réfléchi de toutes les personnes personnelles, et même impersonnelles telles que chacun, quiconque, on. Ce détour par le se n'est pas vain dans la mesure où le soi accède lui aussi à la même amplitude omnitemporelle quand il complète le se associé au mode infinitif. C'est désigner soi-même, c'est sur ce dernier bon usage de notre langue que prend appui notre emploi constant du terme soi. En contexte philosophique, comprenons réfléchi de toutes les personnes grammaticales. C'est à son tour cette valeur de réfléchi omnipersonnel qui est préservée dans l'emploi de soi, dans la fonction de complément de nom, le souci de soi. C'est la forme de se désigner soi-même qui sera retenue désormais pour canonique. Seconde intention philosophique, elle est de dissocier des significations majeures de l'identité de même selon que l'on entend par identique l'équivalent de l'idem ou de l'ipsé. Latin, l'équivocité des termes identiques sera au cœur des réflexions de Ricoeur sur l'identité personnelle, ipsé, et l'identité narrative, idem, en rapport avec un caractère majeur de soi, à savoir sa temporalité. L'idée au sens d'idem déploie elle-même une hiérarchie de signification, étude 5 et étude 6, de soi-même comme un autre, dont la permanence dans le temps constitue le degré le plus élevé à quoi s'oppose le différent au sens de changeant, variable. La thèse constante de Ricoeur sera que l'identité ipsé n'implique aucune
insertion d'un noyau non changeante de la personnalité. Dans ces exceptions variées, le terme même est employé dans le cadre d'une comparaison. Il a pour contraire ou autre contraire distinct du verbe inégal inverse. Le poids de cet usage comparatif du terme même a paru si grand à recœur qu'il tiendra désormais la même métier pour synonyme de l'identité idem auquel il lui opposera l'ipsité par référence à l'identité ipsée. Troisième intention philosophique, mise en jeu une dialectique complémentaire, à savoir celle de soi et de l'autre que soi. Tant qu'on reste dans le cercle de l'identité même-té, l'altérité de l'autre que soi ne représente rien d'original. Autre figure parmi les antonymes de même, il en va tout autrement si l'on met en couple l'ipsité et l'altérité. Une altérité qui n'est pas ou pas seulement de comparaison suggérée par le titre de l'œuvre, une altérité telle qu'elle puisse être constitutive de l'ipsité elle-même, ou comme il y a l'intention d'attacher la signification forte, non pas seulement d'une comparaison soi-même semblable à un autre, mais bien d'une implication soi-même en tant qu'autre. Il ne faut tenir ici pour pragmatique de philosophe du sujet, que celui-ci soit formulé en première personne ego cogito, que le jeu se définisse comme moi empirique, comme jeu transcendantal, et que le jeu soit posé absolument ou relativement. Dans tous ces cas de figure, le sujet, ce jeu, c'est pourquoi l'expression philosophie du sujet est tenue ici pour équivalente à philosophie de cogito. C'est pourquoi la querelle de cogito ou le jeu est tout à tour en position de force ou de faiblesse apparue à rigueur tout à fait adéquate pour faire ressortir d'entrée sa prétention, à savoir que l'herméneutique de soi se trouve à égale distance de l'apologie du cogito et de sa destitution. Premièrement, le cogito se pose l'ambition fondationnelle attachée au cogito cartésien se laisse reconnaître de l'abord au caractère hyperbolique de doute que ouvre l'espace d'investigation, de médiation. La radicalité du projet est ainsi à la mesure de doute qui n'accepte des régimes de l'ambition ni le sens commun, ni les sciences, tant mathématiques que physiques, ni la tradition philosophique. Plus précisément, cette radicalité tient à la nature d'un doute sans commune mesure avec celui qu'on peut exercer à l'intérieur de trois domaines six nommés. L'hypothèse d'une tempérée totale procède d'un doute que Descartes appelle métaphysique. Pour en marquer la disproportion par rapport à tout doute interne à un espace particulier de certitude. C'est pour dramatiser ce doute que Descartes forge, comme on sait, l'hypothèse fabuleuse d'un grand trompeur au malin génie, image inversée d'un dieu vérace, réduit lui-même au statut de simple opinion. Si le cogito peut procéder de cette condition extrême de doute, c'est quelqu'un conduit le doute, mais ce jeu qui doute ainsi les ancrés au regard de tout le repère spatio-temporel solidaire du corps propre. Qui est-il déplacé par rapport au sujet autobiographique du discours de la méthode, dont la trace subsiste dans la première ligne de médiation? Le jeu qui mène le doute et qui se réfléchit dans le cogito est tout aussi métaphysique et hyperbolique que le doute l'est lui-même par rapport à tout ce contenu. Il n'est, à vrai dire, à personne. Par le doute, je me persuade que rien n'a jamais été, mais ce que je veux trouver, c'est une chose qui soit certaine et véritable.
Cette dernière remarque est capitale pour comprendre le retournement de doute en la certitude du cogito dans la seconde méditation. Conformément à la visée ontologique de doute, la première certitude qui en dérive est la certitude de mon existence impliquée dans l'existence même de la pensée, en quoi l'hypothèse de grand trompeur consiste. Il n'y a donc point de doute que je suis. Il me trompe et qu'il me trompe tant qu'il voudra. Il ne saura jamais faire que je sois rien tant que je penserai être quelque chose. C'est bien là une proposition existentielle. Le verbe être est pris absolument non comme copule. J'existe, cogito ergo sum. La question qui, liée d'abord à la question qui doute, prend un tour nouveau en se liant à la question qui pense, et plus radicalement qui existe. L'indétermination extrême de la réponse, indétermination héritée du caractère initialement hyperbolique du doute, explique sans doute que Descartes soit contraint, pour développer la certitude acquise, de lui adjoindre une question nouvelle, à savoir de celle de savoir que je suis. La réponse à cette question conduit à la formule développée du cogito, je ne suis donc précisément parlant qu'une chose qui pense, c'est-à-dire un esprit, un esprit, c'est-à-dire un esprit, un entendement ou une raison qui sont des termes dont la signification m'était auparavant inconnue. Par la question quoi, nous sommes entraînés dans une recherche prédicative portant sur ce qui appartient à cette connaissance que j'ai de moi-même, ou plus nettement encore ce qui appartient à ma nature. À ce point, le jeu prend définitivement toute détermination singulière en devant penser. C'est-à-dire entendement, il est vrai que cette tendance qu'on peut dire étymologisante est tempérée par une tendance phénoménologisante exprimée dans l'énumération qui préserve la réelle variété intime de l'acte de pensée. Qu'une chose qui pense, c'est-à-dire une chose qui doute, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi, qui sent, etc. Cette énumération pose la question de l'identité du sujet, mais en un tout autre sens que la description narrative d'une personne concrète. Il ne peut s'agir que de l'identité en quelque sorte ponctuelle, historique du jeu dans la diversité de ses opérations. Cette identité est celle d'un même qui échappe à l'alternative de la permanence du changement dans le temps, puisque le cogito est instantané. Au terme de la seconde méditation, le statut du sujet méditant apparaît sans aucune commune mesure avec ce que, dans la suite des investigations, il sera appelé locuteur, agent, personnage de narration, sujet d'imputation morale, etc. La subjectivité qui se pose elle-même par réflexion sur son propre doute radicalisé par la fable de grand trompeur, est une subjectivité désancrée que Descartes, conservant le vocabulaire substantialiste du philosophe avec lequel il croit avoir rompu, peut encore appeler une âme. Mais c'est l'inverse qu'il veut dire, ce que la tradition appelle âme est en vérité sujet. Et ce sujet se réduit à l'acte le plus simple, le plus dépouillé, celui de penser. Cet acte de penser encore sans objet déterminé se fait à vaincre le doute parce que le doute le contient déjà. Et comme le doute est volontaire et libre, la pensée se pose en posant le doute. C'est dans ce sens que le je existe pensant est une première vérité, c'est-à-dire une vérité que rien ne précède. Le cogito serait véritablement absolu à tous égards, selon pouvait montrer qu'il n'y a
aucun doute, celui où il est effectivement premier et que l'autre ordre qui le fait régresser au second rang dérive du premier. Or, il semble bien que la troisième méditation renverse l'ordre en plaçant la certitude du cogito en position subordonnée par rapport à la véracité divine, laquelle est première selon la vérité de la chose. Qu'en résulte-t-il pour le cogito lui-même? Par une sorte de choc au retour de la nouvelle certitude, à savoir celle de l'existence de Dieu, sur celle du cogito, le Dieu de moi-même apparaît profondément transformé. De seul fait de la reconnaissance de cet autre qui cause la présence en moi de sa propre représentation, le cogito glisse au second rang ontologique. Descartes n'hésite pas à écrire « j'ai en quelque façon ». Premièrement, en moi, la notion de l'infini que définit, c'est-à-dire de Dieu, que de moi-même. L'idée de Dieu est en moi comme la marque même de l'auteur sur son ouvrage, marque qui assure la ressemblance de l'un à l'autre. Il me faut alors confesser que je conçois cette ressemblance par la même faculté par laquelle je me conçois moi-même. Ricoeur pense qu'il n'est guère possible de pousser plus loin la fusion entre l'idée de moi-même et celle de Dieu. Mais qu'en résulte-t-il pour l'ordre de raison? Ceci qu'il ne se présente plus comme une chaîne linéaire, mais comme une boucle. De cette projection de points, à rebours sur le point de départ, Descartes n'aperçoit que le bénéfice, à savoir l'élimination de l'hypothèse insidieuse de Dieu menteur qui nourrissait le doute le plus hyperbolique. L'image fabuleuse de grand trompeur est vaincue en moi dès lors que l'autre, véritablement existant et entièrement véridique, en a occupé la place. Mais la question est de savoir si en donnant à l'ordre de raison la forme des cercles, Descartes n'a pas fait de la démarche qui arrache le cogito, donc le jeu à sa solitude initiale, un gigantesque cercle vicieux. Tirant les conséquences du renversement de la troisième méditation, Malebranche et Spinoza n'ont plus vu dans le cogito qu'une vérité abstraite, tronquée, dépouillée de tout prestige. Spinoza, à cet égard, le plus cohérent dans l'éthique, seul le discours de la substance infinie a valeur de fondement. Le cogito non seulement régresse au second rang, mais perd sa formulation en première personne. On lit ainsi au livre 2 de l'éthique sous le titre de l'axiome 2, l'homme pense l'axiome 1, quant à lui, souligne un peu plus le caractère subordonné du second. Le sens de l'homme n'enveloppe pas l'existence nécessaire, c'est-à-dire qu'il peut aussi bien se faire suivant l'ordre de la nature que cet homme ou celui-là existe, qu'il peut se faire qu'il n'existe pas. La problématique de soi s'éloigne de l'horizon philosophique. Pour le courant idéaliste, à travers Kant, Fichte et Husserl, de moins celui de méditation cartésienne, la seule lecture cohérente du cogito, c'est celle pour laquelle la certitude alléguée de l'existence de Dieu est frappée de même saut de subjectivité que la certitude de ma propre existence. La garantie de la garantie que constitue la véracité divine ne constitue alors qu'une annexe de la première certitude. Si l'on est ainsi, le cogito n'est pas une première certitude qui suivrait une seconde, une troisième, etc., mais le fondement qui se fonde lui-même, incommensurable à toutes les propositions, non seulement empirique mais transcendantal. Pour éviter de tomber dans un idéalisme subjectiviste, je pense doit se dépouiller de toute résonance psychologique, à plus forte raison de toute référence autobiographique. Il doit devenir le je pense conscient, dont la déduction transcendantale dit qu'il doit pouvoir accompagner
toutes mes représentations. La problématique de soi en ressort et en un sens magnifié, mais au prix de la perte de son rapport avec la personne dont on parle, mais avec le je-tu de l'interlocuteur, avec l'identité d'une personne historique, avec le soi de la responsabilité. L'exaltation du cogito doit-elle être appuyée à ces prix? La modernité doit au moins à Descartes d'avoir été placée devant une alternative aussi redoutable. Deuxièmement, le cogito brisé. Selon Porreker. Pardon. Le cogito brisé, tel pourrait être le titre emblématique d'une tradition sans doute moins contenue que celle de cogito, mais dont la virulence culmine avec Nietzsche, faisant de celui-ci le vis-à-vis privilégié de Descartes. L'attaque contre la philosophie qui prétendait s'ériger en science prend appui sur le processus du langage dans lequel la philosophie s'est dit. Or, il faut avouer qu'à part le disciple de Kant, Herder, la philosophie de la subjectivité, a fait entièrement abstraction de la méditation langagière qui véhicule son argumentation sur le je suis et le je pense. En mettant l'accent sur cette dimension du discours philosophique, Nietzsche porte au jour les stratégies rhétoriques enfouies, oubliées et même hypocritement refoulées et déniées au nom de l'immédiateté de la réflexion. Le cours de rhétorique professé à Bâle et vers 1872 propose l'idée nouvelle selon laquelle le troupe, métaphore, synecdoque, mythonomie ne constituait pas des éléments surajoutés à un discours de droit littéral, mais non figuratif, mais sont ignorants au fonctionnement le plus primitif du langage. En ce sens, il n'y a pas de naturalité non rhétorique du langage. Celui-ci est tout entier figuratif. C'est en vérité un mensonge au sens extra-moral était 1873 que le paradoxe d'un langage de part en part figural et de ces faits répétés mensongers et poussé le plus loin, paradoxe en un double sens. D'abord en ce que de la première ligne, la vie brise apparemment en un sens référentiel et non figural, est mise à la source de fable par lequel elle se maintient. Ensuite, on sait que le propre discours de Nietzsche, c'est la vérité qu'un mensonge devrait être entraîné dans l'abîme du paradoxe du menteur. Mais Nietzsche est précisément le penseur qui a assimilé jusqu'au bout ce paradoxe, qui manquait le commentateur qui prenait l'apologie de la vie, de la volonté de puissance pour la révélation d'un nouvel immédiat, substitué à la même place et avec le même prétention fondationnelle que le cogito. Le paradoxe initial est celui d'une illusion servant d'expédient au service de la conservation de la vie. Mais la nature a soustrait à l'homme le pouvoir de déchiffrer cette illusion. Elle a ajouté une clé. Pourtant, cette clé, Nietzsche pense la posséder. C'est le fonctionnement de l'illusion. Comme Verslung, il importe de conserver le sens de déplacement à cet procédé qui signifie aussi dissimulation, car c'est lui qui désigne le secret du fonctionnement non seulement langagier mais proprement rhétorique de l'illusion. En quel sens le cogito cartésien est-il ici visé au moins obliquement? En ce sens qu'il ne peut constituer une exception au doute généralisé, dans la mesure où la même certitude que couvre le j'existe et le j'existe pensant, la réalité formelle des idées et finalement leur valeur représentative
est frappé par la sorte de réduction tropologique ici prononcée, de même que le doute de Descartes procédait de l'indistinction supposée entre le rêve et la veille. Celui de Nietzsche procède de l'indistinction plus hyperbolique entre mensonge et vérité. C'est bien pourquoi le cogito doit succomber à cette version elle-même hyperbolique du malin génie, car c'est ce que celui-ci ne pouvait inclure, c'était l'instinct de vérité. Or, celui qui maintient devient énigmatique. Le malin génie s'avère ici plus malin que le cogito. Quant à la philosophie propre de Nietzsche, ou bien elle s'accepte elle-même de ce règne universel de la Verstlung, mais par quelle ruse supérieure échapperait-elle au sophisme du menteur? Ou bien elle succombe, mais alors comment justifier le temps de révélation sur lequel seront proclamer la volonté de puissance, le surhomme et le retour éternel d'eux-mêmes? Ce dilemme qui ne paraît pas avoir empêché Nietzsche de penser et d'écrire et de deviner celui de ce continuateur partagé en deux camps, les fidèles et les ironistes. La critique frontale du cogito a lieu dans le fragment de Nachlass 10 ans après le cours de rhétorique de Bâle. La sévère critique qui se trouve pratiquée montre que l'anticogito de Nietzsche est non pas l'inverse du cogito cartésien, mais la destruction de la question même à laquelle le cogito était censé apporter une réponse absolue. En dépit du caractère fragmentaire de ces aphorismes dirigés contre le cogito, la constellation qu'il désignait permet de voir le rigoureux exercice d'un doute hyperbolique dont Nietzsche lui-même serait le malin génie. Ainsi, ces fragments tardis, je retiens la phénoménalité également du monde intérieur, tout ce que nous devient conscient et d'un bout à l'autre, préalablement arrangé, simplifié, schématisé, interprété. Le processus réel de la perception interne, l'enchaînement causal entre le pensée et le sentiment, le convoitise, comme celui entre le sujet et l'objet, nous sont absolument cachés et peut-être pure imagination. En entendant sa critique à la soi-disant expérience interne, Nietzsche ruine dans le principe le caractère d'exception du cogito à l'égard du doute que Descartes dirigeait contre la distinction entre le monde du rêve et celui de la veille. Assumer la phénoménalité du monde intérieur, c'est en outre aligner la connexion de l'expérience intime, c'est la causalité externe, laquelle est également une illusion qui dissimule le jeu de force sous l'artifice de l'ordre. C'est encore poser une unité tout à fait arbitraire, cette fiction appelée pensée à part de la foisonnante multiplicité des instincts. C'est enfin imaginer un substrat du sujet dans lequel les actes de pensée auraient leur origine. Cette dernière illusion est la plus perfide. Elle met en action dans le rapport entre l'acteur et son faire la sorte d'inversion entre l'effet et la cause, déjà vu plus haut, rapporté au trope de la mythonomie, sous la figure de la métalepsis. C'est ainsi que l'on tient pour cause sous le titre de jeu ce qui est l'effet de son propre effet. Dans l'exercice de doute hyperbolique que Nietzsche porte à la limite, le jeu n'appartient pas comme ignorant au cogito, mais comme une interprétation de type causal. On rejoint ici l'argument tropologique antérieur. En effet, placer une substance sous le cogito, une cause derrière lui, ce n'est là qu'une simple
habitude grammaticale, celle d'adjoindre un agent à chaque action. On retombe sur l'inversion de mots du énoncé 20 ans plus tôt. Il ne faut rien voir ici d'autre qu'un exercice de doute hyperbolique poussé plus loin que celui de Descartes, retourné contre la certitude même que celui-ci pensait pour pouvoir soustraire au doute. Nietzsche ne dit pas autre chose dans ces fragments de moi que ceci: je doute mieux que Descartes. Le cogito aussi est douteux. C'est sur ce monde hyperbolique que l'on comprend mieux de formules telles que celle-ci. Mon hypothèse, le sujet comme multiplicité, sans le dire toujours explicitement. Nietzsche essaie cette idée, il joue avec l'idée d'une multiplicité de sujets, les temps entre eux comme autant de cellules en rébellion contre l'instance dirigeante. Elle atteste ainsi que rien ne résiste à l'hypothèse la plus fantastique, aussi longtemps de moins qu'on reste à l'intérieur de la problématique délimitée par la recherche d'une certitude qui garantirait absolument contre le doute. Troisièmement, maintenant, après l'affirmation du cogito, on peut cogito blessé vers une herméneutique de soi. Sujet exalté, sujet humilié, ce toujours semble-t-il par un tel renversement de pour et de contre qu'on s'approche du sujet. Dans quelle mesure peut-on dire que l'herméneutique de soi et ses mises en œuvre occupent un lieu épistémique situé au-delà de cette alternative du cogito et de l'anti-cogito? Un survol rapide de 9 études dans soi-même comme un autre, qui constitue proprement l'herméneutique de soi, peut donner au lecteur une idée sommaire de la façon dont le discours philosophique répond au niveau conceptuel aux trois traits grammaticaux, à savoir l'usage de ce et de soi en cas obliques, le dédoublement de même selon le régime d'ellipse et de l'idem, la corrélation entre soi et l'autre que soi. À ces trois traits grammaticaux correspondait le trois traits majeurs de l'herméneutique de soi, à savoir le détour de la réflexion par l'analyse, la dialectique de l'ipsité mêmeté, celle enfin de l'ipsité et de l'altérité. Il sera donné une forme interrogative à cette perspective en introduisant par la question qui. Toutes les assertions relatives à la problématique de soi, en donnant ainsi même amplitude à la question qui et à la réponse soi. 4 sous-ensembles correspondaient ainsi à 4 manières d'interroger: qui parle, qui agit, qui se raconte, qui est le sujet moral d'imputation. Le premier sous-ensemble, étude 1 et étude 2, révèle d'une philosophie de langage, sous le double aspect d'une sémantique et d'une pragmatique. De ces premières études, le lecteur sera confronté à une tentative pour enrôler à l'herméneutique de soi des fragments significatifs de la philosophie analytique de langue anglaise. Le recours à l'analyse au sens donné à ce terme par la philosophie analytique est le prix à payer pour une herméneutique caractérisée par le statut indirect de la position de soi. Par ce premier trait, l'herméneutique se révèle être une philosophie de détour, expliquée plus pour comprendre mieux. Le détour par la philosophie analytique ayant paru à recueillir le plus riche de promesses et de résultats. Mais c'est bien à la question qui que revient l'impulsion, question qui se divise en 2 questions jumelles. De qui parle-t-on quand on désigne sur le mode référentiel la personne en tant que distingue de choses, et qui parle en se désignant soi-même comme locuteur adressant la parole à un interlocuteur. Le deuxième sous-ensemble, étude 3 et étude 4, révèle d'une philosophie de l'action, au sens limite que le terme a pris principalement en philosophie analytique. La question qui parle et la question qui agit appartiendront étroitement
temps lassé. Ici encore, le lecteur sera invité à participer à une confrontation constructive entre philosophie analytique et herméneutique. C'est en effet la théorie analytique de l'action qui régira le grand détour par la question quoi et la question pourquoi, quitte à ne pouvoir accompagner jusqu'au bout le mouvement de retour vers l'action qui est l'agent de l'action. Répétons que ces longues boucles de l'analyse sont caractéristiques du style indirect et d'une herméneutique de soi, à l'inverse de la revendication d'immédiatité du cogito. Cette sorte de concurrence entre philosophie analytique et herméneutique se constitue dans le troisième sous-ensemble, études 5 et 6, où la question de l'identité personnelle se pose au point d'intersection de deux traditions philosophiques. La question de l'identité liée à celle de la temporalité sera développée sous le titre de l'identité narrative. Ce qui vient d'être appelé la concurrence entre deux traditions philosophiques sera soumise à l'arbitrage de la dialectique entre l'identité même idem et l'identité ipsée, dont on a fait avec le caractère réfléchi de soi le second trait grammatical de soi-même. En même temps et corrélativement, le sujet de l'action raconté commencera à s'égaler au concept le plus large de l'homme agissant et souffrant que la procédure analytico-herméneutique est capable de dégager. Il reviendra au quatrième sous-ensemble, étude 7, 8, 9, de proposer un dernier détour pour les déterminations éthiques et morales de l'action, rapportées respectivement aux catégories de bon et de l'obligatoire. Ainsi seront portées au jour les dimensions elles-mêmes éthiques et morales d'un sujet à qui l'action, bonne ou non, faite par devoir ou non, peut être imputée. L'autonomie de soi y apparaîtra intimement liée à la sollicitude pour le proche et à la justice pour chaque homme. Dire soi, ce n'est pas dire je, le je pose, ou est déposé. Le soi est impliqué à titre réfléchi dans ces opérations dont les analyses précédées le retour vers lui-même. Sur ce dialogue de l'analyse et de la réflexion se greffe celle de l'ipsé et de l'idem. Enfin, la dialectique de l'un et de l'autre couronne les deux premières dialectiques. Deux traits complémentaires doivent être encore soulignés. Le premier trait concerne le caractère fragmentaire que Ricoeur reconnaît à la série de ces études. Le second concerne l'unité thématique qui le protège de la dissémination que reconduirait le discours au silence. B. Le caractère fragmentaire de ces études procède de la structure analytico-réflexive qui impose à son herméneutique de détour laborieux en introduisant la problématique de soi par la question qui. Il y a de même mouvement ouvert le champ à une polysémie inhérente à cette question, même qui parle de quoi, qui fait de quoi, de quoi fait-on récit, qui est moralement responsable de quoi. L'herméneutique est ici livrée à l'historicité du questionnement, surgissement du questionnement philosophique au cours de l'histoire. B. En revanche, on peut dire que l'ensemble de ces études a pour unité thématique l'agir humain et que la notion d'action acquiert au cours des études une extension, une concrétion sans cesse croissante. Dans cette mesure, la philosophie qui se dégage de l'ouvrage mériterait d'être appelée philosophie pratique, d'être reçue comme philosophie seconde. Après l'échec du cogito à se constituer en philosophie première est à résoudre la question de fondement dernier. L'unité que le souci de l'agir humain confère à l'ensemble est plutôt analogique entre des acceptions multiples du terme agir, dont la polysémie est
imposée par la variété de la contingence de questions qui mettaient en mouvement les analyses conduisant à la réflexion sur soi. Un dernier trait va creuser l'écart entre l'herméneutique du recueil et la philosophie du cogito. Elle concerne le type de certitude auquel prétendre la première et que la différencie de manière décisive à celle qui s'attache à la prétention d'autofondation du second. On verra poindre lentement au cours de ces premières études pour prendre vigueur dans les études médianes, enfin s'épanouir pleinement dans les dernières études. La notion d'attestation par laquelle Ricoeur entend caractériser le mode véritatif, halieutique du style approprié à la conjonction de l'analyse et de la réflexion, à la reconnaissance de la différence entre mêmeté et ipséité, au déploiement de dialectique de soi et de l'autre. Bref, approprié à l'herméneutique de soi considérée dans sa triple membrure. L'attestation définit aux yeux de Ricoeur le type de certitude à laquelle peut prendre l'herméneutique non pas seulement au regard de l'exaltation épistémique du cogito à partir de Descartes, mais encore au regard de son émulation chez Nietzsche et ses successeurs. L'attestation paraît exiger moins que l'une et plus que l'autre. En fait, comparer l'une et l'autre, elle, comme le jeu dans des philosophies de sujet, est proprement atopos, sans place assurée dans le discours. Mais ce n'est pas une croyance doxique au sens où la doxa, la croyance, a moins de titres que l'épistémie, la science au mieux le savoir, alors que la croyance doxique s'inscrit dans la grammaire de « je crois que ». L'attestation révèle du « je crois en ». Par là, elle se rapproche du témoignage dans la mesure où ce temps la parole du témoin que l'on croit de la croyance ou, si l'on préfère, de la créance qui s'attache à la triple dialectique de la réflexion et de l'analyse, de l'ipséité et de la mêmeté de soi-même et de l'autre que soi-même. On ne peut en appeler à aucune instance épistémique plus élevée.